avec une grosse paire. Je l'ai peut-être dit sur la première session, mais bon, ça fait pas de mal de répéter encore et encore et encore, parce qu'on voit tellement de joueurs le faire qu'à première vue, c'est un truc qu'il va falloir répéter. Le min raise, c'est une erreur mais monumentale. Pourquoi? Parce qu'imaginons il a une paire d'as. Vous allez voir très souvent, hein, ça fait partie des seuls spots où je vais être capable, par exemple moi, spot dans une situation, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le terme, ça fait partie des seules situations où je vais être capable de coucher ma paire de rois pré-flop, des fois quand j'ai une lecture sur un adversaire, ici As-10 suité au bouton, on l'aurait aussi raise du cutoff, des autres positions certainement pas. Comme on l'a dit, on essaie d'être très serré, de minimiser au maximum les situations difficiles. As-10 suité, c'est une belle main parce qu'il y a des possibilités de flush, des possibilités de Suisse. Le problème de cette main par contre, quand on n'est pas encore à l'aise sur son jeu post-flop, c'est que si je vais tenter la continuation bet, c'est pas le plus beau board, mais on va souvent prendre le coup quand même, donc on le tente. C'est pas un super board, il n'y a aucune grosse carte dessus qu'on va pouvoir représenter, il y a une tonne de tirages possibles. Là s'il a 6-7 en main, 2 piques, il va y aller, mais bon. Il faut savoir que quand on a l'agression, on a été l'agresseur pré-flop, on a quand même un crédit qui nous permet de relancer et qui représente un certain nombre de mains. Ça va être des overpairs, ça va être beaucoup de choses. Je sais plus ce que j'étais en train de ce dont j'étais en train de parler. Ça devrait être vis-à-vis du min raise, voilà, ce qui n'a aucun sens. Beaucoup de gens vont min raise avec les as, vous allez le voir tellement souvent. Min raise puis flop, c'est un truc que vous verrez souvent, ou open shove, c'est-à-dire se mettre tapis direct. Pourquoi? Parce que les gens ils font min raise parce qu'ils se disent ouais, comme ça il va être obligé de call et puis je vais construire un pot. Non, parce que le mec il va en effet être obligé de call, mais il va venir avec des mains avec lesquelles il ne devrait pas rentrer dans le coup normalement, et il va vous bet beat. C'est une invitation bet beat en fait. C'est très important de bien doser ses raise flop, et min raise c'est dans tous les cas une mauvaise idée. Ce n'est jamais une bonne idée. Donc pour revenir un peu aussi sur les positions à table, j'aurais tendance à vous dire quand même ici on touche une suite, donc je vais essayer de la rentabiliser, faire un petit value bet, sinon pour effet 30 centimes on a tout checké tout du long, donc peu de chance d'avoir grand chose. Alors ici, ce que je vais faire c'est que je vais simplement payer. Ici j'ai pas beaucoup d'intérêt à raise, en plus c'est un short stack donc il va souvent m'envoyer sa boîte. Si jamais je le raise et qu'il a touché quelque chose, c'est-à-dire s'il a touché la suite comme moi il va boîte, mais s'il a touché flush à la turn, il va boîte aussi. Et j'ai pas envie en fait de me retrouver dans une situation où je paye pour split. Donc je paye simplement. Ça peut paraître un peu stupide, mais si il y a assez peu de chances que je me retrouve dans la situation où il peut faire ça avec une paire ou deux paires, mais il va pas forcément payer si je le raise. Par contre, quand même, dans la situation où je suis obligé de payer 1,20€ river avec ma suite en me disant qu'il peut avoir suite supérieure, il peut avoir flush. Donc tant que j'ai pas une note, ou en tout cas pas loin, je vais pas m'hésiter. Sous contre un short stack. Si j'ai pas le 9 suit, je vais le fold. Donc suite, les positions à table. En théorie, les gens sont censés vous donner plus de crédit quand vous faites un raise under the gun. Vous allez remarquer que c'est assez, ça n'existe pas trop à ces tables. Les gens vous donnent pas plus de crédit parce que vous êtes under the gun que parce que vous allez être au cutoff par exemple. Enfin, vraiment, vous allez souvent. Ici, je vais relancer As Valet under the gun. Je me fais sur-relancer. J'aurais beau le jouer après en position, je vais évidemment me coucher. Parce que c'est une main qui est très vite dominée, qui est difficile à jouer, même si on est en position, on touche un as, on n'a pas envie de partir tapis avec un as cœur valet, donc toujours ici la même idée. On va jouer encore et toujours très serré, un peu passif, attendre les bons spots pour rentabiliser et pas se mettre dans des situations difficiles. Comme tout à l'heure avec notre 5-6 suité qui était au final une mauvaise idée. Donc les positions à table under the gun, oubliez un peu l'image que ça vous donne normalement quand vous jouez sur à des limites où il y a des vrais blindes ou en tout cas avec des gens qui regardent ce qui se passe. Ce qu'il faut surtout que vous vous disiez en fait dans votre tête, c'est que quand vous jouez under the gun, ça veut dire grand nombre de chances de se retrouver
hors de position contre de multiples adversaires. Surtout que vous allez vous rendre compte que malgré le fait que vous faites des raises des fois à 5, 6, 7, 8 blindes, vous allez vous retrouver avec un nombre de callers complètement phénoménal. On va voir un exemple ici, voilà. Il a fait un raise à 8 blindes et on a un joueur qui a limp call 8 blindes. Je sais que ça colle contre un adversaire, parce qu'on va souvent se retrouver contre 4 adversaires. Donc voilà, il a fait un raise à 8 blindes. Manifestement, vu son check au flop, qu'est-ce qu'il peut avoir? Je pense qu'il a souvent un as bien kické. Je pense pas qu'il check une overpair sur un board 9 valet 7 avec 2 piques. Sauf s'il est dans l'optique de check raise, mais c'est dans tous les cas une erreur d'après moi, parce qu'on est sur des tables qui sont très passives, et ce qu'on a envie de faire, c'est... Par exemple, le joueur là, il peut avoir n'importe quoi dans ce pot, il peut avoir Queen Jack, Jack 10, et on a envie de lui faire payer son valeur, on a envie de lui faire payer son tirage, et on sait qu'il a peu de chances de le miser par lui-même, donc on va le faire pour lui. Voire il peut nous payer avec une paire servie, parce qu'il n'a pas envie de la lâcher. Donc vraiment, très très serré dans les ce qu'on appelle les early positions, les premières positions à table, le under the gun et puis UTG plus 1, parce que vous allez vous retrouver hors de position contre beaucoup d'adversaires, c'est assez ennuyeux. Pareil, reste très serré dans les blindes, passez pas votre temps à call un peu tout ce qui bouge. Ici j'aurais eu tendance à jouer cette main si personne n'était entré dans le coup, si j'avais été tout seul contre les blindes, et après j'aurais joué en position avec une main qui a un peu de potentiel. Mais en l'occurrence ici, on a limp avant moi. Et en plus il a 87 centimes, donc même si je reste, je m'en trouve contre un joueur qui sera quasiment à tapis, c'est pas intéressant pour moi. Claudia Biel de rentre sur les deux tables, qui devrait peut-être l'intégralité de sa bankroll, je ne sais pas. Et donc on reste là. Le jeu sur track, normalement s'il est bien joué, il est surtout à base de patient fold, c'est-à-dire les gens vont soit pousser leur tapis, soit fold. Si vous voulez voir un peu comment se joue le Passion Fold, allez sur Poker Academy, Poker Stratégie, pardon. Je crois qu'ils ont une méthode intégralement basée là-dessus. Moi, je trouve que c'est très inintéressant comme stratégie, mais bon, ici 1,50 c'est beaucoup trop cher pour une paire de 10. 40 centimes je les aurais payés pour aller chercher mon 7. Sachant que le joueur de position ne ça n'aurait pas forcément été simple, paire de 10 c'est vite dominé, voilà, et puis quand on se retrouve sur un board 9 high avec sa paire de 10, on a envie de miser, mais on se retrouve très vite commit, on se retrouve très vite à tapis, et c'est pas forcément une bonne idée de se retrouver à tapis avec une paire de 10 contre un joueur qui est prêt à mettre tous ses jetons, parce qu'on sera rarement devant en fait au final. Donc c'est pas forcément très facile à jouer, donc j'aurais tendance à vous dire, si vous êtes hors de position, vous ne connaissez pas l'adversaire, vous n'êtes pas à l'aise sur votre jeu post-flop, et là vous le jouez juste pour toucher un brelan hors de position contre l'adversaire qui reste pré-flop 5 blindes, et puis si vous ratez, vous ne vous enflammez pas avec. Au pire vous tentez un bet, si ça passe pas, vous vous couchez derrière. Et un 50 évidemment, avec une paire de 10, on ne va pas les payer, on fold. Paire de valet, je ne paye pas non plus un 50. Paire de dames, ça va être limite aussi. Alors, ici, je suis au bouton avec As-Dame suité, un joueur qui a mis 2 blindes, je raise. Un raise qui était un peu fort. Non, ce que je vous conseillerais, bon, j'ai mis 3 fois ce qu'il a mis et puis j'ai rajouté un peu parce que j'avais pas envie de me retrouver dans une situation où il y a un des blindes qui colle et ce qui amènerait la call avec une main qui n'aurait pas mérité normalement. Ce dont on va se rendre compte souvent, c'est que on va faire des légers overbets, en fait des raises qui seront un peu plus élevés que ce qu'on ferait d'habitude, parce que sinon on va se retrouver trop souvent dans une situation où on aura trop d'adversaires, où la force de notre main deviendra beaucoup moins importante, du fait qu'on sera non plus en duel, mais face à 3 ou 4 adversaires. Donc ne pas hésiter des fois à faire des raises un peu plus importants. Bon, après, ne faites pas non plus comme cet adversaire qui raise toutes les mains à 50 centimes pré-flop, que ce soit non plus une bonne idée. Ne pas hésiter des fois à faire des overbets, des raises un peu plus forts, parce que sur certaines tables, au vu de la passivité, et c'est la seule façon que vous aurez de protéger certaines de vos mains. Ce qui n'empêchera pas certains joueurs de call, hein. Bon, et ici encore, ce sera toujours la même idée, vous serez assez transparent.
Bon, ici j'aurais bien tenté un raise, et en l'occurrence c'est pas trop grave si j'ai fold. Là j'aurais bien tenté un raise parce que on a 9-6, on a des connecteurs, on va souvent prendre un blind sur un raise, et au pire si jamais une call, on a toujours possibilité de toucher un flop. Mais bon, d'un autre côté, c'est un joueur qui a l'air quand même assez de call beaucoup. Comme on l'a dit, on essaye de minimiser les situations qui sont un peu à risque. Et ici c'en est une, puisque les joueurs, on va dire de base, on connaît pas le joueur, mais on se dit que de base il call beaucoup. En plus, il est plus ou moins short stack, et honnêtement on donne de base moins de crédit à un joueur qui cave à 5 euros qu'à un qui cave à 10. Donc on va se dire, bon, il a déjà 1000 centimes, il va quasiment call avec n'importe quoi dans son range, on va se retrouver hors de position à jouer 9-6 suité, donc on va essayer d'éviter. Parce que ça va être compliqué à jouer, parce qu'il va nous call avec n'importe quelle paire qu'il aura touché au flop, et donc si on touche pas le flop, on va se retrouver à avoir fait un continuation bet au flop, à s'être fait payer, et à se retrouver dans une situation où bon, bah, on ne peut plus rien jouer, on n'a plus qu'à fold. Donc vraiment, essayez d'éviter. Au final, si on y réfléchit. Ensuite, les positions à table. Au bouton, vous allez pouvoir jouer beaucoup plus de choses. Le problème étant que vous allez vous rendre compte que les vols des blindes du bouton ou du cutoff, ça marche pas si bien que ça en fait. Parce que ça colle énormément. Donc essayez de rester quand même un minimum sérieux au niveau des blindes, réalisez pas tout et n'importe quoi au niveau du bouton pardon, ou du cutoff. Et puis très important de voir si quelqu'un est rentré dans le coup ou pas, parce que si vous avez un joueur qui est rentré dans le coup, vu que les mecs une fois qu'ils ont limp, ils vont avoir peu de chances de fold derrière. Comme on a vu tout à l'heure, on a un joueur qui a limp, 10 centimes et qui a payé un raise à 8 blindes derrière. Je pense qu'il faut quand même faire gaffe. Donc si j'ai une paire de 10, je suis à ma grosse blinde. J'ai pas intérêt de raise. Donc je pense que le réflexe de quelques joueurs ce serait de raise, histoire de se retrouver avec moins d'adversaires à table, et puis parce que c'est une main qui mérite quand même d'être plutôt défendue. Mais bon voilà, il y a encore un autre limper. À mon avis, je pense qu'il y a au moins 2 joueurs qui call si je fais un raise. J'ai pas envie non plus de raise 80 centimes avec ma main, ça ne vaut pas vraiment, comme l'autre l'a fait tout à l'heure. Et en plus, je me retrouverai hors de position dans tous les cas. Hors de position avec une paire de 10, qui est une main qui est très vite dominée. Donc je me contente de checker, et je vais voir, je vais aviser selon ce qui se passera au flop. Donc, et bien évidemment, vous voyez là, imaginez j'aurai un raise pré-flop, je me retrouve avec 3 adversaires, ou je me retrouve même avec un seul adversaire, il y a une queen au flop, je fais un continuation bet, je suis payé, qu'est-ce que je fais après? J'ai checké et c'est inconfortable au possible. Donc voilà, donc là je joue très passivement. J'étais allé voir si je pouvais toucher un brelan ou si ma paire de 10 représentait une autre paire, ce qui n'a pas été le cas. Il y a un joueur qui décide de miser, un autre qui décide de payer. Il y a de fortes chances que ma paire de 10 soit battue. Il faut savoir que la coupe rentre dans un ensemble de combinaisons de mains qui justifierait un limp à ses limites pour ces joueurs-là, qui est complètement phénoménal, je veux dire. Tout ce qui est Queen 9, 8 et Dame Valet, Dame 10, Roi Dame, As Dame, toutes ces mains-là, elles peuvent être chez un de ces joueurs et le représenter pour eux, même Dame 8 suité. On va retrouver aussi des Dame 10 offsuit, Dame Valet offsuit. Toutes ces mains ont touché ce board et ne vont pas lâcher leur dame. C'est souvent que vous allez gagner les bons gros pots avec As Dame contre Dame ou Dame Valet ou même Dame 10. Donc on fold absolument sans regret. Maintenant, si on avait été en position avec la paire de 10, on n'aurait pas juste call les 10 centimes. On aurait raise puis jouer en position, ça change tout. Voilà, donc alors qu'est-ce qui s'est passé ici? On avait un joueur, donc ici très important, on va encore faire une nouvelle fois, on n'était pas dans le coup au final puisqu'on est sorti, mais on a envie de voir quand même ce qui s'est passé. Si j'ai Dame 10 offsuit au bouton sur une table où on est plus de 4 en plus, ce que je vais faire, le joueur en plus, grosse blinde, il est pas short stack, ni à la petite blinde, donc je vais essayer de prendre le coup, faire un petit raise à 3 blindes et demi, depuis tout à l'heure on fait des raises un peu standards, on fait un raise standard à 3 blindes et demi, voilà, donc on prend les blindes. Dame 10 c'est une main qui a du potentiel et qui mérite ce petit raise. Ici on a une paire de 2, ce qu'on va faire c'est que c'est pareil, on va faire un petit raise à 3 blindes et demi, on n'est que 4 à table, essayer de prendre les 2 blindes,
Maintenant, on a un asso flop. C'est un flop qui est intéressant à continuation bet parce qu'on peut représenter pas mal de force vu notre agression pré-flop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on a un plan de faire un seul bet. C'est-à-dire qu'on fait un bet et s'il passe pas, on va laisser tomber parce que notre joueur en face est short stack. On sait que